Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était comme si quelque chose de plus grand que nous avait brièvement perturbé notre réalité. Un jour, j'ai ressenti l'envie de parler à ma sœur. J'ai marché jusqu'à sa chambre, frappé à sa porte, et l'ai entr'ouverte en lançant un simple « hello » pour annoncer mon entrée. J'ai poussé la porte et suis entré, m'attendant à la voir comme d'habitude assise sur son lit ou à son bureau. Mais la pièce était vide. Personne sur le lit, personne dans les coins. Étonné, j'ai reculé d'un pas et, sans trop y penser, j'ai refermé la porte derrière moi. Toujours debout juste devant sa chambre, je me suis alors dit que peut-être elle était ailleurs dans la maison. J'ai sorti mon téléphone et décidé de l'appeler pour savoir où elle était. Le téléphone a sonné quelques secondes avant qu'elle ne décroche. À ce moment-là, j'ai entendu sa voix, claire et distincte, sortir à la fois de mon téléphone et de sa chambre. Confus, j'ai demandé « Où es-tu » Elle a répondu d'un ton tout à fait normal, « Ici », puis la porte de sa chambre s'est ouverte de l'intérieur. Elle était là, debout devant moi, à l'endroit même où je venais de regarder quelques instants plus tôt. Elle a ajouté qu'elle était assise sur son lit tout le temps. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Tout semblait normal, exactement comme avant, sauf qu'elle se tenait là, avec cet air perplexe sur le visage. Je lui ai expliqué que j'étais entré dans sa chambre, que j'avais regardé autour de moi, et que je ne l'avais tout simplement pas vue. Elle m'a regardé, étonnée, disant qu'elle ne m'avait pas remarqué non plus. Elle avait juste entendu son téléphone sonner et s'était étonnée que je l'appelle plutôt que de frapper, comme je le fais toujours. Nous étions tous les deux troublés. Je suis resté quelques secondes de plus, essayant de réconcilier le souvenir de la pièce vide avec l'évidence de sa présence. Elle était là, bien visible maintenant. Mais ce moment d'invisibilité, ce décalage entre ma perception et la réalité, restait ancré dans mon esprit. Comment ai-je pu entrer dans la pièce, regarder autour de moi, et ne pas la voir ? Son lit, juste devant la porte, aurait dû me révéler sa présence. Il n'y avait aucun endroit où elle aurait pu se cacher. Et pourtant, à ce moment-là, c'était comme si elle n'existait tout simplement pas. L'été dernier, 2 amis et moi étions en route pour l'aéroport, tôt le matin, autour de 3 ou 4 heures. Nous avions décidé de covoiturer pour notre vol. J'étais assise sur le siège passager, tandis que mon ami conduisait. Nous venions tout juste de récupérer notre 3e ami, et nous roulions sur une route bien éclairée et familière, dans les banlieues près de Détroit. C'est un coin assez animé, même à des heures inhabituelles, et il n'est pas rare de croiser des piétons ou des cyclistes dans la région. La route était déserte ce matin-là, mais l'environnement était bien visible sous les réverbères. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à une intersection. En face de nous, un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années avançait à vélo sur le bord de la route, se dirigeant dans notre direction. Il portait un bonnet, une chemise en flanelle et un short. Son look était assez distinctif, des cheveux plus longs dépassant de son bonnet, une légère barbe, un sac à dos sur les épaules, et il roulait sur un vélo moderne, rouge vif. Nous l'avons toutes remarqué en même temps, et ma copine qui conduisait a même commenté « Il ferait bien de se dépêcher, il commence à pleuvoir ». Son commentaire m'a poussé à lever les yeux de mon téléphone et à regarder à nouveau l'homme. Il se rapprochait du passage piéton, juste sous un réverbère, et nous le fixions toutes les trois avec attention. À ce moment précis, quelque chose de complètement irréel s'est produit. Alors qu'il s'approchait du passage, le cycliste a commencé à devenir transparent. Sa silhouette, ainsi que celle de son vélo rouge vif, ont commencé à scintiller comme une vieille pellicule de film projetée au ralenti. La scène a pris une teinte sépia, comme si l'on venait de passer une sorte de filtre rétro sur la réalité elle-même. Les couleurs vives se sont estompées en une fraction de seconde, se transformant en des tons bruns et délavés. Et puis, l'homme a tout simplement disparu. D'un coup, il n'y avait plus personne devant nous. Plus de vélo, plus de bonnet, plus de lumière sur la chemise en flanelle. Il s'était évanoui dans l'air, en pleine lumière, sous le réverbère, là où rien ne pouvait le cacher ou l'enlever de notre champ de vision. J'ai tourné la tête vers la conductrice, et nos regards se sont croisés, nos yeux écarquillés de stupeur. Nous étions pétrifiés. Derrière nous,
notre ami sur le siège arrière a brisé le silence. Où est-ce qu'il est passé? Vous l'avez vu? Il est devenu transparent. Sérieusement, où est-ce qu'il est allé? C'est quoi ce bordel? Nous avons laissé échapper des cris de surprise, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Nous parlions tout en même temps, enchaînant les phrases, cherchant une explication rationnelle. Mais il n'y en avait aucune. Nous avions toutes vu la même chose. Nous avions regardé ce cycliste s'approcher sous un réverbère, virer au sépia, puis disparaître. Je sentais des frissons parcourir tout mon corps, mes mains tremblaient, et mes yeux s'emplissaient de larmes. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt une réaction physique incontrôlable, une incapacité à traiter ce que mes yeux avaient perçu. Nous avons continué à parler de l'incident tout au long du trajet vers l'aéroport, chacune répétant ce qu'elle avait vu, tentant de se convaincre que cela avait bien eu lieu. Même après notre arrivée à destination, nous avons continué à revenir sur ce moment encore et encore. Personne ne voulait admettre que quelque chose d'aussi absurde avait pu se produire. Cet étrange phénomène a commencé hier et s'est poursuivi aujourd'hui, me laissant complètement perplexe. J'ai honnêtement cru que j'étais en train d'avoir un AVC ou quelque chose d'aussi grave. Je fais un stage en informatique dans une entreprise de technologie, et parmi les personnes qui travaillent dans mon bureau, il y en a une qui est un peu particulière. Pas dans sa manière d'agir ou d'interagir avec les autres, non. Il semble, au contraire, bien s'entendre avec tout le monde. Ce qui me trouble, c'est que je ne comprends absolument rien de ce qu'il dit. Hier, pour la première fois, j'ai remarqué que quand cet homme me parlait ou s'adressait aux autres, il ne prononçait aucun mot que je reconnaissais. Ce n'est pas comme s'il parlait une autre langue ou qu'il avait un accent très fort. Non, ce qu'il disait n'avait tout simplement aucun sens. J'ai déjà entendu des gens parler avec des accents très lourds, des expressions locales ou même dans des dialectes que je ne connaissais pas, mais j'arrive toujours à saisir un mot ici et là. Avec lui, c'est comme écouter un enregistrement qu'on passerait en marche arrière. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu comprendre ce qui se passait, alors quand il a commencé à parler, j'ai essayé de me concentrer de toutes mes forces. Pendant une minute entière, j'ai bloqué tout le reste, focalisé sur le moindre son qu'il produisait. Mais pas un mot, pas une seule syllabe ne m'était compréhensible. Ce n'étaient pas des mots du tout, mais une succession de bruits, comme s'il émettait une série de sons aléatoires sans aucun sens. Le plus troublant, c'est que les autres semblent parfaitement à l'aise avec lui. Je l'ai vu discuter avec plusieurs collègues, et leur conversation semblait se dérouler tout à fait normalement. À un moment donné, j'ai même observé un échange qui m'a laissé complètement abasourdi. J'étais là, immobile, essayant de comprendre si je ne devenais pas complètement fou. Les deux avaient échangé comme s'il s'agissait d'une discussion tout à fait banale. Tout dans leur langage corporel indiquait qu'ils comprenaient parfaitement ce que l'autre disait. Et moi, j'étais là, me demandant si mon cerveau ne venait pas de décider de se déconnecter de la réalité. Je sais ce que certains pourraient penser, peut-être est-ce une langue que je ne connais pas, ou peut-être ai-je mal entendu à cause d'un bruit ambiant. Mais je vous assure que ce n'est rien de tout cela. Ce n'était ni une langue étrangère, ni un accent. C'étaient des sons dénués de sens, comme des bégaiements, des bruits gutturaux qui ne ressemblaient à rien de connu. Ce qui rend tout cela encore plus perturbant, c'est que cet homme n'a rien d'inhabituel. C'est un type banal, de teint pâle, semblable à n'importe quel autre cadre que l'on croiserait dans un bureau. Rien dans son apparence ou son comportement ne laisse présager qu'il parle un langage différent. C'est comme s'il appartenait à une autre dimension où les gens parlent avec des sons désorganisés, et que tout le monde, sauf moi, pouvait comprendre. Heureusement, mon stage se termine demain. Je n'aurai plus à me torturer l'esprit en essayant de décrypter ce mystère. Mais ce que j'ai vécu ces 2 derniers jours me laisse un goût étrange. Comme si une petite faille s'était ouverte dans la normalité de mon quotidien. Je ne saurai peut-être jamais ce qu'il en est vraiment. Quand j'avais environ 9 ans, j'ai dû subir un traitement de canal sur une molaire située en bas, du côté gauche de ma mâchoire. L'intervention s'était bien passée, mais je me rappelle encore la douleur lancinante qui avait persisté pendant 3 jours après l'opération. Ce souvenir est resté gravé dans ma mémoire, car c'était l'une des premières fois que j'avais ressenti une douleur dentaire aussi vive. En grandissant,
j'ai fini par faire extraire toutes mes dents de sagesse, sauf une, celle du côté où j'avais eu ce traitement de canal. Encore une fois, j'étais certain que c'était celle de gauche que j'avais gardée, me souvenant des détails de chaque extraction. Mais hier matin, alors que j'étais en train de me brosser les dents, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Depuis quelques jours, j'avais ressenti une douleur diffuse du côté droit de ma mâchoire. En observant de plus près dans le miroir, j'ai constaté avec stupeur que le traitement de canal, celui dont je me souvenais si clairement du côté gauche, se trouvait désormais sur une dent du côté droit. C'était comme si tout avait été inversé sans que je ne m'en aperçoive. J'ai commencé à passer en revue mes souvenirs, j'ai revécu mentalement la sensation de l'anesthésie, la position de ma tête sur le fauteuil du dentiste, et même la manière dont il s'était penché au-dessus de moi. Tout indiquait que ce fameux traitement de canal avait bien été fait du côté gauche. J'étais sûr de ne pas confondre. De plus, je me rappelais parfaitement que le seul morceau de dent de sagesse que j'avais gardé était, lui aussi, du côté gauche. Pourtant, tout mon examen visuel me montrait le contraire. Mon traitement de canal se trouvait bel et bien sur la molaire du bas à droite, et la dent de sagesse restante se trouvait également de ce côté. Mon esprit essayait de rationaliser, de trouver une explication logique à ce phénomène. Cette expérience m'a laissé perplexe. Peut-être que ce n'est qu'une simple confusion. Peut-être que les souvenirs se mêlent et se distordent avec le temps. Ou peut-être que quelque chose d'inexplicable s'est produit, un petit glissement dans ma perception de la réalité. Quoi qu'il en soit, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'inhabituel derrière cette inversion. Je travaille comme massothérapeute dans un bâtiment adjacent à un petit aéroport. Mon bureau offre une vue imprenable sur la piste de décollage et d'atterrissage. C'est un aéroport principalement fréquenté par de petits avions, avec de temps en temps quelques gros jets. Ces derniers se font plutôt rares, et je ne les vois pas souvent. Chaque fois qu'un gros avion passe, cela a tendance à me frustrer, surtout si je suis en train de terminer une séance de massage, car leur bruit assourdissant peut perturber la tranquillité du moment. Un jour, alors que j'achevais une séance, j'ai entendu le rugissement caractéristique d'un jet qui se préparait à décoller. En regardant par la fenêtre, je l'ai vu descendre la piste, son immense carlingue filant à vive allure. Je savais que le bruit allait durer un moment, m'empêchant de conclure la session dans le calme habituel. Je me suis donc résigné à patienter, gardant un œil sur l'avion. Il s'éloignait sur la piste, de plus en plus vite, jusqu'à ce que je sois convaincu qu'il allait prendre son envol à tout instant. Pourtant, j'attendais. Et encore. J'ai terminé le massage, lentement, avec une étrange sensation que quelque chose n'allait pas. Je devais entendre le bruit du décollage à tout moment, mais rien ne venait. Le rugissement continu du jet semblait s'être estompé, et la piste, normalement visible depuis ma fenêtre, était devenue silencieuse. Curieuse, je suis sorti sur le balcon attenant à mon bureau pour voir ce qui se passait. Mais l'avion n'était plus là. La piste était vide, comme s'il n'y avait jamais eu aucun appareil sur le point de décoller. J'ai regardé de gauche à droite, scrutant le ciel, m'attendant à le voir grimper à travers les nuages, mais rien. Pas un seul signe de cet imposant engin qui, quelques instants plus tôt, était bien là, se préparant à quitter le sol. J'ai été saisi d'un sentiment d'incrédulité totale. Il n'y avait aucune chance que cet avion ait décollé sans que je ne le voie ou l'entende. Même si j'avais été absorbé par la fin de la séance, je n'aurais jamais pu manquer le rugissement d'un jet en plein décollage, ni l'écho qu'il laisse en s'élevant dans les airs. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de lui. C'était comme si l'avion s'était tout simplement évaporé dans les airs, sans bruit, sans mouvement. Cela va sûrement paraître étrange, et j'espère sincèrement que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Il y a quelques jours, près du parc Challenger à Bakersfield, en Californie, j'ai vu quelque chose qui défie toute logique. J'étais sur la route, conduisant tranquillement, quand un SUV noir aux vitres teintées a attiré mon attention. Il zigzaguait de manière imprudente, accélérant et freinant de façon chaotique en direction du centre commercial automobile. Je l'observais, le cœur battant un peu plus fort à chaque écart qu'il faisait. Puis, tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il allait sauter le trottoir et s'engager dans le parc. Mes yeux fixaient le véhicule, anticipant le moment où il perdrait le contrôle. Et c'est là que l'impensable s'est produit.
Je vous jure, sans exagération, que le SUV a littéralement disparu. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Une seconde, il fonçait vers le trottoir, et la seconde suivante, plus rien. Le véhicule s'est évaporé sous mes yeux, comme s'il avait été effacé par une gomme géante. C'était surréaliste, comme si j'avais été témoin d'un effet spécial sorti tout droit d'un film de science-fiction. Le genre de scène où le héros traverse une faille temporelle et tout autour de lui se désagrège. Je suis resté figé au volant, ma bouche entr'ouverte, essayant de trouver une explication rationnelle à ce que je venais de voir. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, une voiture derrière moi a klaxonné. Surpris, j'ai mis mon clignotant et me suis garé sur le côté. Le conducteur du véhicule derrière moi est sorti et est venu vers moi d'un pas pressé. J'ai baissé ma vitre, encore sous le choc, et il m'a demandé d'une voix tremblante, « Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? La voiture, elle a disparu, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu que oui, que je l'avais bien vue aussi, ou plutôt, que je l'avais vue ne plus être là. Son visage, tout aussi confus et effrayé que le mien, exprimait le même sentiment d'incrédulité. Il a continué, parlant rapidement, comme s'il craignait que les mots ne puissent exprimer la bizarrerie de la situation. Je pensais que j'hallucinais ou que je devenais fou, mais elle a disparu, n'est-ce pas? Comme si elle s'était volatilisée dans les airs. Nous avons passé quelques minutes à échanger sur ce que nous avions perçu. Ni lui, ni moi n'étions capables de donner un sens à cette disparition. Pas de bruit, pas de traces de dérapage, pas de fumée. Juste, plus rien. Une route vide là où, une seconde plus tôt, un SUV noir filait à toute allure. Le plus troublant dans tout cela, c'est que nous étions deux à en être témoins. Deux personnes, au même endroit, avec la même vision incompréhensible. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, pas une illusion. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait vu ce véhicule disparaître sous ses yeux. Nous étions tous les deux confrontés à l'impensable, à un SUV qui se volatilise comme par magie. Je fais de la garde et de la pension pour chiens depuis un moment, et j'ai l'habitude de me rendre plusieurs fois chez mes clients. Ce jour-là, je me rendais pour la 4e fois en 2 jours chez un client, une maison située à quelques minutes de mon propre quartier. L'endroit ne m'est donc pas totalement inconnu. Je n'étais ni fatigué, ni distraite, ni sous l'influence de quoi que ce soit. Tout semblait parfaitement normal. La maison en question se trouve au numéro 53 de la rue Portobello. Je connais bien cette adresse et j'utilise toujours mon GPS pour y aller, même si je commence à mémoriser le trajet. Comme à chaque fois, mon GPS m'indique de tourner dans la rue Portobello, ce que je fais en vérifiant le panneau de la rue. Je commence à chercher le numéro 53 en me fiant au signe distinctif que j'avais remarqué lors de mes précédentes visites, une couronne accrochée à la porte. Mais cette fois, impossible de la trouver. Je ralentis, regarde attentivement toutes les maisons. Les numéros défilent sous mes yeux, 49, 57, attends, quoi? Je venais de passer devant le numéro 57, puis 49, mais où était passé le 53? Je suis certaine d'avoir regardé avec soin, il n'y avait pas de maison avec ce numéro. Je fais demi-tour, descends la rue à nouveau, et toujours la même situation, le 57, puis le 49. Aucun signe de la maison 53. Commence à s'installer en moi une étrange sensation de malaise. Je repasse encore, le regard fixé sur chaque maison, sur chaque détail. Le numéro 53 semble s'être volatilisé. Pourtant, je reconnais la végétation distincte de la maison située en face, que j'avais bien notée lors de ma dernière visite en repartant. Il ne fait aucun doute que je suis sur la bonne rue. Je décide de quitter le quartier, retourne à l'avenue principale pour reprendre mes repères. Je fais demi-tour et retourne sur la rue Portobello. Cette fois, en avançant lentement, le numéro 53 apparaît comme par magie, là, bien visible, entre le 49 et le 57, exactement où il est censé être. Tout paraît normal, mais je ne peux m'empêcher de sentir une pointe de confusion. Comment ai-je pu ne pas le voir auparavant alors que je suis passé à plusieurs reprises? Secoué par cet incident, j'appelle ma meilleure amie avant d'entrer dans la maison. J'ai besoin de lui parler pour me rassurer, pour ne pas me sentir totalement déconnecté de la réalité. Elle reste en ligne avec moi tout le long de la visite, me parlant de tout et de rien pour m'aider à garder les pieds sur terre. Je fais mon travail habituel avec le chien,
mais cette impression d'étrangeté persiste. Lorsque je finis et sors de la maison, une silhouette attire mon attention. Un énorme chien, ressemblant à un loup blanc, me fixe à l'extrémité de l'allée. Le temps semble s'arrêter un instant. Mon cœur s'emballe et je me mets à exprimer mon inquiétude à mon ami au téléphone. L'animal est immobile, le regard planté dans le mien. Puis un homme apparaît derrière lui, tenant une laisse. Il laisse le chien errer dans l'allée, détendu, comme si de rien n'était. Je me détends un peu en voyant qu'il ne s'agit que d'un passant promenant son chien, mais l'image de cet animal, surgissant de nulle part, me reste en tête. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibre. C'est un message de la propriétaire de la maison, celle chez qui je viens de passer. Elle me dit avoir vérifié les enregistrements de sa caméra Ring, car elle a l'habitude de voir mes allées et venues lorsqu'elle est absente. Elle a bien reçu une alerte lorsque je suis sorti de la maison, mais il n'y a aucune trace de mon arrivée. Elle trouve cela étrange, car le système n'a jamais eu de problème et enregistre systématiquement tous les mouvements devant la porte d'entrée. Je relis son message plusieurs fois. Comment est-ce possible ? J'ai bien utilisé la porte d'entrée, comme à chaque fois. Ce n'est pas comme si j'étais entré par une autre voie. J'ai ressenti une vague de frissons me parcourir. Ce que j'avais vécu en cherchant cette maison qui semblait avoir disparu et réapparu, et maintenant l'étrange comportement de la caméra. C'était trop de coïncidences en une seule soirée. J'essaie de ne pas trop y penser, mais le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'anormal persiste. Je repense à ce moment où la maison 53 semblait ne pas exister, à ce chien qui m'a fixé avec une intensité inhabituelle, et à cette caméra qui ne m'a pas vu arriver. Il m'arrive souvent de deviner les pensées de ma mère ou de répondre à ses questions avant même qu'elle ne les exprime. C'est devenu presque un jeu entre nous, une sorte de connexion instinctive. J'ai toujours trouvé ça amusant, pensant simplement que nous étions très synchronisés, capables de capter subtilement les intentions ou les préoccupations de l'autre. Mais l'autre jour, j'ai vécu un moment qui a poussé cette connexion bien plus loin. Ma fille venait tout juste de fêter ses 2 ans. Elle parle déjà plutôt bien pour son âge, et on peut comprendre facilement ce qu'elle dit. Ce jour-là, nous étions chez mes parents, dans leur nouvelle maison. Elle prenait un bain, joyeuse et insouciante, tout en jouant avec une petite sirène en plastique. Assise à côté de la baignoire, je la regardais s'amuser, perdue dans mes pensées. Tout à coup, une question m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé comment étaient les nouveaux voisins de mes parents. Est-ce qu'ils avaient des enfants ? Puis, sans transition, je me suis souvenu de la petite voisine de leur ancienne maison. Une fillette adorable qui venait souvent jouer dans leur jardin. J'essayais de me rappeler son nom. C'était quoi déjà ? C'était si mignon. Et tout à coup, comme un flash, le prénom s'est presque formé dans ma tête, Jolie. Oui, c'était ça, Jolie. À cet instant précis, ma fille s'est arrêtée de jouer. Elle a levé les yeux vers moi, ses petites mains encore trempées tenant la sirène, et elle a soudainement dit, avec enthousiasme, « Jolie. 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 » J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. J'ai senti un frisson parcourir ma nuque. Comment pouvait-elle connaître ce nom ? Nous n'avions jamais parlé de cette petite voisine en sa présence, encore moins dans cette nouvelle maison. C'était un souvenir que je m'étais fait en silence, plongé dans mes pensées. Je suis certaine de ne pas avoir prononcé une seule syllabe de ce que j'avais à l'esprit, d'autant plus que ma fille était plongée dans son propre monde, dialoguant joyeusement avec sa sirène. Pourtant, là, dans cette salle de bain, elle venait de lire mon esprit, de capter quelque chose d'invisible, d'indicible. Je la regardais, ébahi, alors qu'elle retournait à son jeu comme si de rien n'était. C'était comme si, pendant un bref instant, un pont invisible s'était créé entre nos esprits, reliant mes pensées silencieuses à ses paroles spontanées. Le prénom Jolie n'avait rien de particulier pour elle, et il n'avait jamais été mentionné depuis des mois, depuis le déménagement de mes parents. Je me suis surprise à repasser mentalement chaque conversation, chaque mot que j'aurais pu dire, mais non, il n'y avait rien. Rien qui puisse expliquer ce lien direct entre ma pensée et sa voix. Je n'ai rien dit à ma mère ce jour-là, ni à personne d'autre d'ailleurs. Peut-être que cela aurait été pris pour une coïncidence ou un simple hasard. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas.
C'était autre chose, quelque chose de plus mystérieux, de plus intime. Depuis ce jour, je me surprends parfois à observer ma fille sous un autre angle. Je me demande si elle ressent plus que ce que nous, adultes, sommes capables de percevoir. Peut-être qu'à son âge, elle est encore connectée à un monde qui nous échappe. Un monde où les pensées ne sont pas seulement des murmures silencieux enfermés dans nos têtes, mais des énergies qui flottent librement, prêtes à être captées par ceux qui savent écouter. Ce moment reste gravé dans ma mémoire comme un rappel silencieux que certains liens sont bien plus profonds qu'il n'y paraît. Et que peut-être, les enfants, avec leur innocence et leur esprit ouvert, sont capables de voir et de ressentir des choses qui échappent à notre compréhension rationnelle. Il y a 10 ans, j'avais 20 ans et je travaillais dans un magasin de détail en ville. Un jour, pendant une journée de travail ordinaire, un adolescent avec un look un peu émo est entré dans le magasin. Dès qu'il m'a vu, il a prononcé mon nom avec enthousiasme, visiblement surpris de me voir là. « Lise, je savais pas que tu bossais ici. » Sur le moment, je suis resté perplexe. J'ai l'habitude de me souvenir des visages, même si je ne retiens pas toujours bien les noms, mais cet adolescent ne me disait absolument rien. Je lui ai répondu poliment qu'il devait me confondre avec quelqu'un d'autre. Il a souri, pensant que je plaisantais. « C'est moi, Johnny. T'as perdu la mémoire ou quoi ?» Il semblait si à l'aise, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Quand il a compris que je ne blaguais pas, son visage a changé. Une profonde déception, presque de la tristesse, s'est peinte sur son expression. Il a pris ce qu'il était venu acheter et est parti sans insister davantage. Cet incident m'a hanté pendant des années. Je me sentais mal de ne pas avoir reconnu quelqu'un qui semblait si convaincu de bien me connaître. J'étais sûr que je finirais par le recroiser, car la plupart des clients du magasin étaient des habitués. Mais je ne l'ai plus jamais revu. Pendant longtemps, cette rencontre est restée un mystère dans mon esprit. Je me demandais d'où il pouvait bien me connaître et pourquoi il était tellement convaincu que nous avions un lien. 10 ans plus tard, je travaille comme conseillère dans un internat pour adolescents de 16 ans environ, un établissement prestigieux où je suis en poste depuis 3 ans. Récemment, un de nos élèves a dû quitter l'internat parce que sa famille déménageait à l'étranger. Comme l'école est très prisée, une nouvelle recrue a rapidement pris sa place dans notre groupe. Dès que le nouveau venu est arrivé, j'ai ressenti un choc. Il s'appelait Johnny. Même style un peu émo, même manière de parler. J'ai eu l'impression de faire un bond dans le passé. C'était le même garçon que celui qui était entré dans le magasin il y a 10 ans. Le même regard, les mêmes expressions. Il n'y avait aucun doute. Je me souvenais parfaitement de lui, car cet événement m'avait marqué. Mais cela ne faisait aucun sens. Il aurait dû avoir 6 ans à l'époque, alors que je me souvenais de lui comme d'un adolescent, tout comme il l'était aujourd'hui. Nous avons très vite noué un lien. Nous partagions des points communs étonnants et une aisance naturelle s'est installée entre nous. Ce qui est troublant, c'est que Johnny semblait également ressentir cette familiarité. Il agissait comme s'il savait déjà qui j'étais, sans jamais mentionner notre rencontre d'il y a 10 ans. Il n'a rien dit à propos de ce jour, mais je pouvais le voir dans ses yeux, cette lueur de reconnaissance. Je n'ai pas osé lui parler de cette rencontre. J'ai préféré observer, comparer chaque détail de son comportement et de son apparence à mes souvenirs. Il n'y avait aucune différence. C'était bien le même Johnny. Tout semblait confirmer mes souvenirs. Cet adolescent que j'avais croisé il y a 10 ans et qui avait prétendu me connaître alors que c'était impossible. Je me retrouvais maintenant face à lui, encore une fois, comme si le temps s'était plié sur lui-même. Chaque jour, je me questionne sur ce qui a bien pu se produire. Johnny est là, identique à celui que j'avais croisé 10 ans plus tôt. Même personnalité, même allure, même impression de déjà-vu. Il n'y a pas d'explication rationnelle à cette situation. Rien n'a changé chez lui en une décennie, comme si les années n'avaient pas eu d'emprise. Mardi dernier, j'avais terminé mon service de nuit et je suis rentré à la maison. Mon frère et moi partageons une chambre avec notre oncle, mais ce jour-là, il n'était pas revenu de la journée. Nous n'avions aucune idée de l'heure à laquelle il comptait rentrer, alors nous avons simplement continué notre soirée, chacun de notre côté. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai vu la porte-fenêtre s'ouvrir.
c'était notre oncle. Il venait de rentrer par la terrasse, refermant et verrouillant la porte derrière lui. Je l'ai immédiatement reconnu grâce à ses tatouages et à son débardeur blanc habituel. Il a déambulé dans la maison, se déplaçant tranquillement. À un moment, je l'ai vu se diriger vers la cuisine pour se préparer quelque chose à manger. Tout se déroulait de façon parfaitement normale. Vers 2h30 du matin, je me suis préparé à aller me coucher. Je me souviens d'avoir regardé autour de la pièce, mon oncle était allongé sur son lit, semblant se reposer. Mon frère, lui, était absorbé par son iPad, l'écran à pleine luminosité. J'ai pensé qu'il ferait bien de baisser l'intensité de l'écran pour ne pas déranger notre oncle. Le lendemain matin, un coup à la porte m'a réveillé. C'étaient des détectives et l'agent de probation de mon oncle. Ils ont discuté avec ma grand-mère et lui ont annoncé que mon oncle se trouvait à l'hôpital. Je n'ai pas réagi immédiatement, pensant qu'il y était simplement retourné pour ses douleurs à l'estomac, comme cela lui était déjà arrivé la semaine précédente. Mais peu après, ma sœur m'a appelé en pleurs. Elle m'a appris que mon oncle avait été renversé par une voiture et qu'il était en état de mort cérébrale. La nouvelle m'a choqué, mais j'ai d'abord cru que cet accident avait dû se produire après que je l'ai vu rentrer à la maison et se coucher. Plus tard dans la journée, en discutant avec ma famille, j'ai découvert que l'accident s'était produit bien plus tôt, vers 21h30, alors que j'étais encore au travail. Mon oncle était déjà à l'hôpital, inconscient, avant même que je ne rentre chez moi. J'ai essayé de reconstituer la soirée dans ma tête. Chaque détail est clair, son arrivée, le bruit de la porte-fenêtre qui coulisse, les tatouages visibles sur ses bras, son débardeur blanc. Je me souviens l'avoir vu se déplacer dans la maison comme il le faisait d'habitude, interagir avec nous sans que rien ne semble différent. La scène finale de cette nuit reste figée dans ma mémoire, il était allongé dans son lit, la tête tournée vers le mur, tandis que mon frère continuait de fixer son iPad. Les détectives et ma sœur avaient raison. Mon oncle n'aurait pas pu être là. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là reste inchangé dans mon esprit. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était lui, se déplaçant avec la même démarche, portant ses vêtements habituels, comme s'il venait passer une nuit tranquille à la maison. Ma famille préfère ne pas aborder le sujet, pensant peut-être que la fatigue ou le choc m'ont fait imaginer sa présence. Ma mère et ma sœur étaient parties il y a environ une demi-heure pour l'entraînement de hockey. J'étais assis dans ma chambre, plongé dans mes devoirs, quand un son familier a résonné dans la maison. C'était la voix de ma sœur, joyeuse et énergique, appelant notre chien. Chaque fois qu'elle rentre à la maison, Rocky, notre fidèle compagnon à quatre pattes, se précipite vers elle en remuant la queue, excité comme à chaque retrouvaille. Elle s'agenouille alors pour le caresser et le complimenter, un petit rituel de tendresse entre eux. Ma première réaction a été de me dire que c'était étrange de ne pas les avoir entendus franchir la porte d'entrée. D'habitude, j'entends le bruit de la clé dans la serrure, les pas sur le carrelage ou simplement le claquement de la porte. Je n'avais reçu aucune notification de ma caméra Ring non plus, ce petit appareil qui m'alerte dès que quelqu'un passe la porte d'entrée. Tout était resté silencieux, aucune trace de leur arrivée. Pourtant, la voix de ma sœur était si claire, si réelle. Je suis resté là, les sourcils froncés, essayant de rationaliser ce que je venais d'entendre. Peut-être avait-elle décidé de revenir plus tôt pour une raison quelconque ? Peut-être que la caméra avait manqué l'événement ? Je me suis persuadé que c'était une possibilité, bien que peu probable, et j'ai repris mon travail en essayant de ne plus y penser. Après une quinzaine de secondes, un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Quelque chose clochait. Si elles étaient vraiment rentrées, pourquoi n'avais-je pas entendu leur voix à nouveau ? Pas de conversation entre ma mère et ma sœur, pas de pas se dirigeant vers la cuisine, pas le son du frigo s'ouvrant, rien. Juste un silence assourdissant. Et où était Rocky ? D'habitude, il suivait ma sœur partout, surtout après qu'elle l'ait appelé. Mais là, il n'y avait pas un bruit. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine alors que l'évidence me frappait, quelque chose n'était pas normal. Je me suis levé d'un bond, mon cœur battant plus fort à chaque pas alors que je montais les escaliers menant au rez-de-chaussée. Je m'attendais à voir ma sœur assise dans le salon, Rocky à ses pieds, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était une maison vide. Aucune trace d'eux. Le silence régnait, oppressant,
et l'absence de tout mouvement rendait l'atmosphère encore plus étrange. J'ai immédiatement vérifié l'application de ma caméra Ring. Aucune notification. Pas de vidéo montrant quelqu'un entrant par la porte. Le journal d'activité de la caméra était vide, comme si personne n'était passé par là depuis qu'elles étaient parties. Pourtant, j'étais absolument certain d'avoir entendu ma sœur. Pas un murmure lointain ou une illusion sonore, non. Sa voix claire, appelant notre chien de la même manière qu'elle le faisait chaque jour. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant des explications. Elle était trop distincte pour n'être qu'un simple produit de mon imagination. J'ai regardé autour de moi, essayant de déceler un indice qui pourrait expliquer ce phénomène, mais tout semblait normal, à part cette étrange sensation de vide dans la maison. Le plus troublant, c'est que même Rocky n'avait pas réagi. Il n'avait pas bougé de sa place, pas un aboiement ni un signe d'excitation. Lui qui d'habitude court à sa rencontre dès qu'elle franchit le seuil. Il m'a simplement regardé, la tête inclinée sur le côté, comme s'il se demandait pourquoi je l'observais si intensément. Je me suis assis un moment dans le salon, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. J'ai vérifié mon téléphone encore et encore, mais toujours aucune notification de la caméra. Je suis retourné en bas, dans ma chambre, l'esprit embrouillé, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je vis à Zurich depuis presque 4 ans, et l'une des choses que j'adore ici, c'est la fluidité du réseau de transport en commun. J'utilise fréquemment l'application SBB pour acheter mes billets, et j'opte souvent pour le ticket 24 heures, qui me permet de me déplacer sans souci pendant toute la journée. Mercredi dernier, j'étais en train de faire quelques courses en ville, billets valides en poche, avant de retourner tranquillement vers mon appartement. Après avoir terminé mes affaires, j'ai pris le bus pour rentrer. Perdu dans mes pensées, je me suis assis à ma place habituelle, sans vérifier l'heure à laquelle mon billet expirait. Le trajet compte 10 arrêts entre l'endroit où je monte et celui où je descends, et comme à mon habitude, je me suis plongé dans quelques tâches de travail sur mon téléphone, l'esprit ailleurs, oubliant complètement de vérifier la validité de mon ticket. Lorsque nous avons atteint le 7e arrêt, j'ai levé les yeux un instant et j'ai vu un contrôleur se déplacer dans l'allée. Aussitôt, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'ai pris mon téléphone à la hâte et ouvert l'application SBB. Mon cœur s'est arrêté, mon billet avait expiré depuis plus d'1 heure. Sans même y réfléchir, j'ai rapidement activé le mode EasyRead, un moyen de paiement automatique de l'application qui me permet de payer à l'instant où je monte dans un transport. C'était la solution la plus rapide que j'avais à portée de main. J'ai relevé la tête après avoir enclenché l'option, m'attendant à croiser le regard sévère du contrôleur. Mais il n'était plus là. C'était comme s'il s'était volatilisé en l'espace de quelques secondes. J'ai jeté un regard autour de moi, essayant de comprendre où il avait bien pu passer. Pourtant, la minute précédente, il se trouvait bel et bien à quelques mètres de moi. Intrigué, je me suis contenté de fixer l'allée devant moi, le cœur battant encore sous l'effet de l'adrénaline. À l'arrêt suivant, le contrôleur est monté dans le bus. C'était le même homme que j'avais vu un peu plus tôt. Il est immédiatement passé à l'action, vérifiant les billets de tous les passagers autour de moi. Mais c'était comme s'il ne m'avait pas remarqué, comme si j'étais invisible pour lui. Je n'étais pas dans son champ de vision, et il n'a jamais pris la peine de s'approcher de moi. Mon application EasyRead venait tout juste d'enregistrer mon trajet et, techniquement, j'étais maintenant en règle. Mais cela n'expliquait pas pourquoi le contrôleur avait disparu puis réapparu comme par magie. J'ai vécu à Zurich depuis assez longtemps pour savoir à quel point les contrôleurs peuvent être méticuleux et peu indulgents. En 4 ans, c'était seulement la 3e fois qu'on me demandait de montrer mon billet. Et c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation où je risquais réellement une amende. Tout dans ce moment semblait improbable. Peut-être était-ce un simple coup de chance, ou un concours de circonstances qui m'avait permis de m'en sortir. Peut-être que l'application avait eu un bug, ou que le contrôleur s'était retiré au bon moment, par pur hasard. Il y a quelques jours, j'ai acheté une nouvelle vape, un modèle que je n'avais jamais eu auparavant. En rentrant chez moi, je l'ai posée sur la table de la cuisine, puis je suis allé me doucher. Quand je suis revenu dans la cuisine, une scène inhabituelle m'attendait, il y avait maintenant 2 vapes identiques sur la table.
Les deux appareils étaient exactement les mêmes. Même modèle, même couleur, même rayure sur le côté, résultant d'une chute sur le béton que je me souvenais parfaitement. Le plus étrange, c'est qu'elles affichaient le même niveau de batterie, le même goût, et même les niveaux de liquide dans le réservoir étaient identiques, comme si quelqu'un avait cloné ma vape dans le moindre détail pendant que j'étais sous la douche. Je vis seul, et personne n'était entré chez moi. Il n'y avait aucune explication logique à cette duplication soudaine. J'ai pris les deux appareils en main, les inspectant sous tous les angles, mais il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Depuis, je garde les deux vapes avec moi, sans vraiment savoir d'où vient la deuxième. Cela reste un mystère complet, et je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est arrivé. Depuis plus d'un an, chaque lundi, je promène ma fille de 18 mois le long d'un itinéraire bien précis. Nous partons de notre appartement, marchons jusqu'à un premier parc, puis nous empruntons un autre chemin qui nous mène à un second parc où les cerisiers en fleurs l'émerveillent toujours. C'est une routine établie, un trajet familier, répété presque religieusement chaque semaine. Je n'ai jamais changé cette route, et nous partons toujours à peu près à la même heure. Ce lundi-là, tout a commencé de manière tout à fait ordinaire. Nous avons atteint le premier parc sans encombre. Ma fille riait et jouait, comme d'habitude. Pourtant, une étrange sensation m'a envahi. Mon cœur battait plus vite, une pointe d'anxiété s'installait sans raison apparente. Un sentiment de malaise diffus, mais suffisant pour me donner envie de partir rapidement. Le parc était étrangement vide. D'habitude, il y a toujours d'autres promeneurs, des enfants qui courent, des joggeurs. Mais cette fois, il n'y avait que nous. J'ai tenté de rationaliser, me disant que c'était sans doute cela qui me mettait mal à l'aise. Ce silence inhabituel. Mais il ne faisait pas froid, il n'y avait aucune raison pour que le parc soit désert. Nous avons donc commencé notre trajet vers le deuxième parc, celui où les cerisiers attirent toujours les regards. La route est simple, traverser à un passage piéton, tourner à droite, monter une petite colline et voilà, nous y sommes. Mais en marchant, j'ai soudain levé les yeux et réalisé que je ne reconnaissais plus l'endroit où je me trouvais. Le décor avait complètement changé. C'était comme si j'avais atterri sur une route que je n'avais jamais empruntée auparavant. Cela n'avait aucun sens. Je vis dans cette ville depuis 16 ans, et je connais chaque coin, chaque rue. Je suis resté figé un instant, essayant de me repérer. Pas de voiture, pas de feuilles mortes qui, d'habitude, tapissent les trottoirs à cette période de l'année, pas le moindre bruit. Tout était étrangement immobile, figé dans une atmosphère silencieuse. J'ai envisagé de faire demi-tour, persuadé d'avoir pris une mauvaise direction, même si cela me semblait impossible. Alors que je réfléchissais, une voiture est passée. C'était une vieille berline rouge, conduite par une femme en veste marron, un chapeau sur la tête et des lunettes noires. Je me suis dit que j'allais continuer et essayer de retrouver le bon chemin. Puis une deuxième voiture est passée, identique à la première, mais avec de légères différences. Toujours la même femme, avec les mêmes vêtements. Là, j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Une troisième voiture est passée, et encore la même scène, la femme, la veste marron, le chapeau, les lunettes noires. Cette fois, quelque chose dans l'air semblait se densifier, comme si le temps lui-même ralentissait. Mon instinct me criait de ne pas m'engager dans la rue adjacente. Quelque chose me retenait. J'ai accéléré le pas, décidé à continuer tout droit. Après quelques minutes de marche, je me suis soudainement retrouvé sur une route familière. Celle qui mène au parc que je cherchais. En une fraction de seconde, les bruits de la ville sont revenus, le souffle du vent dans les arbres, le son des voitures, le bruissement des feuilles. Tout semblait avoir repris son cours normal, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il était 14 heures. J'ai quitté le premier parc à 10h45. Normalement, il me faut à peine 25 minutes pour relier les deux parcs. Comment ai-je pu perdre plus de 3 heures alors que je ne me souviens pas avoir marché plus de 20 minutes sur cette route inconnue? Le lendemain, cette expérience me hantait. J'ai pris la décision de partir plus tôt pour le travail et de refaire le trajet en voiture, espérant retrouver cette rue bizarre. J'ai emprunté le chemin par lequel j'étais passé, et j'ai tenté de localiser l'endroit exact où je m'étais senti perdu. Mais il n'y avait rien.
Aucune trace de cette route déserte, de ce silence étrange. Tout semblait avoir disparu, comme si cette rue n'avait jamais existé. Depuis, je n'arrête pas de repenser à ce moment, à ces heures perdues. Mais plus que tout, c'est le visage de cette femme dans la voiture qui me hante. Je n'ai pourtant pas de souvenir clair de ses traits. C'est comme si elle n'avait jamais eu de visage, juste des vêtements identiques et ce chapeau, ces lunettes qui me fixaient sans vraiment me voir. Il y a environ 2 ans, je travaillais dans un dispensaire avec une collègue. Ce jour-là, l'affluence était particulièrement faible, et nous passions le temps en bavardant, adossés au comptoir. Nous avions une vue dégagée sur la rue depuis la grande vitre à l'avant du magasin, et c'est justement en regardant dehors que nous avons été témoins de quelque chose d'inexplicable. Un homme marchait tranquillement sur le trottoir, avançant à pas réguliers en direction de notre boutique. Nous avons continué de le suivre du regard, un peu distraite, jusqu'à ce qu'il passe derrière un arbre qui se trouvait à quelques mètres devant nous. Cet arbre était mince, presque frêle, du genre qui ne pourrait dissimuler qu'une partie d'une personne, tout au plus. Pourtant, l'impensable s'est produit. L'homme a disparu. Comme s'il s'était évanoui dans l'air. D'un instant à l'autre, il n'était plus là. Notre champ de vision nous permettait de voir de part et d'autre de l'arbre. Peu importe la direction qu'il aurait prise, nous aurions dû le voir réapparaître de l'autre côté. Mais il n'y avait rien. Juste un trottoir vide et cet arbre solitaire. Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés par la surprise et l'incrédulité. Avions-nous vraiment vu la même chose ? Sans dire un mot, nous avons compris que nous avions toutes deux été témoins de la même scène étrange. Nous avons essayé de rationaliser ce que nous venions de voir, de nous convaincre qu'il avait peut-être changé de direction au dernier moment, ou que nous avions simplement détourné le regard une fraction de seconde. Mais c'était impossible. De là où nous étions, il n'y avait nulle part où il aurait pu aller sans que nous le remarquions. Nous avions une vue directe sur l'ensemble du trottoir et des alentours. Même s'il avait voulu s'éclipser discrètement, il n'aurait pas pu se volatiliser sans laisser la moindre trace. Pendant le reste de notre service, nous avons continué d'en parler, tentant de trouver des explications plausibles. Mais plus nous en discutions, plus l'évidence s'imposait à nous, nous avions toutes les deux vu la même chose, un homme disparaître derrière un arbre qui, à lui seul, ne pouvait en aucun cas le dissimuler. Les jours suivants, nous avons parfois plaisanté sur le sujet, pour alléger l'atmosphère. Nous disions qu'il s'agissait d'un homme invisible ou d'un voyageur du temps, mais au fond de nous, le mystère restait entier. À chaque fois que nous repassions devant cet arbre ou que nous apercevions quelqu'un passer derrière, nous nous retrouvions à fixer cet endroit, espérant comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Au fil des semaines et des mois, la conversation sur cet événement est devenue moins fréquente. Mais de temps en temps, l'une de nous le mentionnait, un peu comme un rappel muet de ce que nous avions vécu ensemble. Nous n'avions toujours aucune réponse. C'était comme une énigme suspendue dans le temps, un moment fugace qui refusait de se plier aux lois de la logique. 2 ans ont passé depuis cet incident, mais je n'arrive toujours pas à me l'ôter de l'esprit. Je repense souvent à cette scène. La façon dont il avançait calmement, sans se presser. L'arbre mince, incapable de masquer un corps entier. Et ce vide soudain. Je me souviens de chaque détail avec une clarté troublante. Le bruit des voitures passant au loin, le murmure du vent dans les feuilles, et ce moment de silence absolu lorsque nous avons réalisé que l'homme n'était plus là. Parfois, je me demande s'il existe un endroit, une dimension parallèle ou une brèche dans la réalité, où cet homme a pu se glisser. Il y a 3 ans, j'ai décidé de partir en voyage avec ma meilleure amie pour nous immerger dans la nature. L'idée était de passer 2 nuits en camping pour prendre un peu de recul et échapper au rythme effréné de la ville. Tout se passait à merveille, nous avons passé des heures à discuter de la vie, à partager nos pensées, nos préoccupations et à profiter de l'air frais et paisible de la forêt. Le contact avec la nature nous apportait une sérénité incroyable, loin de nos préoccupations quotidiennes. À la fin de la 2e journée, nous avons tout rangé et organisé pour pouvoir repartir facilement le lendemain matin, prêts à reprendre le cours de nos vies. La soirée s'est terminée calmement, et nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage, dans notre tente, pour une dernière nuit en plein air. Le lendemain matin, c'est là que tout a basculé. Quand j'ai ouvert les yeux,
j'étais allongé dans mon propre lit, chez moi. J'étais tellement désorienté que j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. Comment étais-je rentré chez moi? Le dernier souvenir que j'avais était celui de m'endormir dans la tente, au milieu de la forêt. J'ai attrapé mon téléphone pour essayer de joindre mon ami, mais avant même de composer son numéro, j'ai vu une série de notifications, des appels manqués, tous venant d'elle. Je l'ai appelée immédiatement, et sa voix tremblante à l'autre bout du fil reflétait le même état de confusion que le mien. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée dans son propre lit, tout aussi désorientée. Aucun de nous deux n'avait la moindre idée de comment nous avions pu quitter le campement et rentrer chez nous sans aucun souvenir du trajet. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que tout ce que nous avions emmené pour le voyage était là, chez nous, exactement comme si nous n'avions jamais quitté la maison. Nos téléphones, nos sacs, nos affaires de camping, même la voiture, tout était à sa place. Rien ne manquait. Nous avions pourtant passé 2 jours complets en pleine nature. Mais le souvenir le plus net que nous avions, c'était celui de nous être préparés pour aller dormir dans la tente. Après ça, c'est le vide total. Nous avons essayé de mettre les pièces du puzzle ensemble, d'évoquer chaque moment de ce voyage pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. Tout était cohérent jusqu'à la fin de cette 2e journée, jusqu'à ce moment où nous avons fermé la tente et nous nous sommes installés pour dormir. Après, c'est comme si le temps lui-même s'était plié et avait effacé toute trace de ce qui s'était passé ensuite. À chaque fois que nous en parlons, le sentiment d'incrédulité persiste. Ce n'était pas un rêve. Nous avions les photos, les vidéos et même les appels échangés avec nos proches pendant le séjour pour prouver que ce voyage avait bien eu lieu. Et pourtant, il n'y a aucune explication à ce saut temporel. Nous nous sommes endormis dans la forêt et pour nous réveiller chez nous, comme si quelqu'un ou quelque chose nous avait simplement téléportés. Depuis ce jour, nous hésitons à retourner camper seuls. Cette expérience, bien que sans danger apparent, nous a laissé avec un étrange pressentiment, comme si nous avions frôlé quelque chose qui dépassait notre compréhension. Depuis des années, j'ai une paire de chaussures que je porte partout. Elles m'accompagnent au quotidien, que ce soit pour sortir faire des courses ou pour de longues balades. Elles sont usées et marquées par le temps, mais je les apprécie précisément pour ça. Un matin, pourtant, quelque chose a changé. Je me suis dirigé vers le casier où je les range toujours, mais impossible de les trouver. J'ai cherché partout, fouillé dans tous les coins, vérifié sous d'autres paires de chaussures, mais rien. Agacé, j'ai demandé aux personnes avec qui je vis si elles avaient vu mes chaussures. Ils m'ont regardé, un peu perplexes, et m'ont répondu qu'elles étaient bien là, à leur place habituelle. Je suis retourné devant le casier, perplexe. Ils sont venus me rejoindre et m'ont montré une paire de chaussures. Je les ai regardées de près, ce n'étaient pas les miennes. Les couleurs, les marques, tout était différent. Pourtant, tout le monde autour de moi semblait convaincu que c'était bien ma paire de chaussures. Ils me disaient que c'était celle que je portais tous les jours, celle que j'avais encore au pied la veille. J'ai insisté, pointé du doigt les différences, mais rien n'y faisait. Pour eux, c'étaient les mêmes chaussures. Cette situation me semblait totalement surréaliste. Je connais ces chaussures comme ma poche. Je sais exactement à quoi elles ressemblent, chaque détail, chaque trace d'usure. Ce que j'avais devant moi était une paire de chaussures similaires, mais clairement pas la paire que je possédais depuis des années. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Personne n'aurait pris la peine de remplacer mes chaussures par une autre paire. J'ai retourné le problème dans tous les sens, cherchant une explication logique, mais il n'y en avait aucune. C'était comme si mes chaussures s'étaient métamorphosées, comme si quelque chose, quelque part, avait changé subtilement la réalité. Tout le monde autour de moi restait ferme, c'étaient mes chaussures. Je suis resté là, devant le casier, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Rien d'autre n'avait changé, tout était à sa place. Sauf cette paire de chaussures qui semblait m'être à la fois familière et totalement étrangère. Depuis ce jour, chaque fois que je les enfile, je ne peux m'empêcher de ressentir une gêne, un décalage, comme si une partie de mon esprit savait qu'elle ne devrait pas être là. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une maladie mentale. Tout le monde semble s'accorder sur le fait que ces chaussures sont les miennes, et pourtant, une part de moi continue de résister. Peut-être que c'est juste un mauvais tour de ma mémoire,
ou bien un phénomène que je ne parviendrai jamais à expliquer. Il y a quelques mois, un ami et moi avions décidé de faire un tour en voiture de nuit, histoire de profiter du calme des routes rurales à l'extérieur de la ville. J'étais assis sur le siège passager, la musique jouait doucement en arrière-plan, et nous discutions tranquillement. La route était déserte, seulement illuminée par les phares de notre voiture. Alors que nous roulions sur une longue ligne droite, une voiture venant en sens inverse est apparue au loin. Rien d'inhabituel à première vue. Lorsque le véhicule nous a croisés, tout à coup, la réalité elle-même a semblé s'éteindre. En une fraction de seconde, tout est devenu noir et silencieux. C'était comme si le monde entier avait disparu autour de nous. Plus de lumière, plus de son, plus de sensations. Je ne percevais plus la musique, je ne sentais plus la texture du siège sous moi, ni les vibrations de la route. C'était un vide total, mais paradoxalement, pas oppressant. Je me sentais enveloppé dans une obscurité douce, une sorte de silence confortable, comme si le temps avait cessé d'exister. L'expérience n'a duré qu'un instant. Une seconde à peine, mais elle semblait s'étirer beaucoup plus longtemps. Puis, tout est revenu d'un coup, la lumière des phares, le bruit des roues sur le bitume, le poids de mon corps contre le siège. La voiture poursuivait son chemin comme si de rien n'était. Sans réfléchir, j'ai lâché un « c'est quoi ce bordel ?» à voix haute. Mon ami, toujours au volant, s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Il m'a coupé avant même que je puisse dire autre chose. « Toi aussi, t'as ressenti ça ?» Je lui ai demandé ce qu'il avait éprouvé, et son récit était identique au mien. Il avait perçu le même vide absolu, la même sensation de flottement dans un espace sans fin. Comme si le monde entier avait basculé dans une autre dimension, avant de se rétablir sans laisser de traces. Nous étions abasourdis, mais aussi étrangement fascinés. Nous avons continué à rouler, essayant de trouver une explication à ce moment hors du temps. Aucune perte de conscience, pas de ralentissement visible de la voiture, ni d'interruption dans la route. C'était comme si, l'espace d'une seconde, nous avions simplement cessé d'exister dans notre réalité habituelle, avant de revenir comme si rien ne s'était passé. C'est devenu un sujet de discussion récurrent entre nous depuis ce jour. Un instant unique, à la fois perturbant et fascinant. Nous en parlons encore souvent, en essayant de donner du sens à ce qui est probablement l'un des moments les plus étranges de nos vies. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, c'est que nous l'avons vécue à deux, simultanément. Une pause inexplicable, hors du temps, hors de l'espace, dans un univers de silence et de noirceur chaleureuse. Depuis, chaque fois que nous prenons la voiture pour une autre balade nocturne, nous jetons un coup d'œil sur ces routes rurales, nous demandant si cela pourrait se reproduire. En 2007, j'ai perdu quelque chose de très précieux pour moi, mon appareil photo numérique Sony Cybershot. Je me souviens parfaitement de cette journée. J'étais avec des amis, on s'amusait à prendre des photos sur les marches d'une école. Mais après avoir pris quelques clichés, je l'ai accidentellement laissé là, sur les marches, et je suis parti sans y penser. Quand je suis retourné sur place plus tard pour le récupérer, il avait disparu. J'étais dévasté, non seulement parce que l'appareil lui-même avait une valeur sentimentale, mais surtout parce que la carte mémoire contenait des années de souvenirs, des voyages, des moments partagés avec des amis, des photos uniques. Les semaines ont passé, et j'ai fini par me résigner. L'appareil était sûrement perdu pour de bon. J'ai cherché un peu partout, posé des questions, mais en vain. La perte de ces photos m'a vraiment marqué. J'ai fini par accepter qu'elles étaient parties, effacées de ma vie comme si elles n'avaient jamais existé. Environ 4 à 6 mois plus tard, je me promenais avec ma meilleure amie, sur une rue totalement différente, loin de l'école où j'avais perdu mon appareil. C'était une journée comme une autre, nous marchions en bavardant, profitant simplement du moment. Mon regard vagabondait sur le trottoir quand quelque chose a attiré mon attention. Une petite chose noire sur le sol, à moitié enfouie dans la poussière et les gravillons. Je me suis penché et ai ramassé ce qui ressemblait à une carte mémoire. Mon premier réflexe a été de penser que c'était juste un déchet, mais par curiosité, je l'ai glissé dans ma poche. Pourquoi pas, me suis-je dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus. Plus tard, de retour chez moi, j'ai inséré la carte dans mon ordinateur, sans grande attente.
Et là, le choc, c'était ma carte mémoire. Celle de mon appareil perdu. Les mêmes photos, les mêmes souvenirs. Le cœur battant, j'ai défilé les images une à une, retrouvant ces moments que je pensais perdus pour toujours. Je n'en croyais pas mes yeux. Cela semble évident à première vue, quelqu'un a trouvé l'appareil, a retiré la carte, et l'a laissée tomber ou jeter plus loin, pensant qu'elle n'avait aucune valeur. Mais l'endroit où je l'ai trouvée ? À 20 blocs de l'endroit où l'appareil avait disparu. Et cette ville, Brooklyn, avec ses rues bondées et ses 129 000 habitants dans mon quartier seulement. Comment est-ce possible qu'au milieu de cette foule, des mois après, je tombe exactement sur ma carte mémoire ? Les chances semblaient infiniment faibles, presque nulles. N'importe qui aurait pu passer par là avant moi, marcher dessus ou l'emporter. Et pourtant, c'est comme si le destin ou une force invisible avait voulu que mes yeux se posent à cet instant précis, sur ce petit objet presque insignifiant, oublié sur le trottoir. Je me suis marié en août 2000. Mon mari et moi étions sur le point de commencer de nouveaux chapitres de notre vie, j'allais entrer en école de droit, tandis que lui se lançait dans un programme de master. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous partagions une passion commune pour le cinéma. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser une partie de l'argent de notre mariage pour acheter quelque chose qui nous tenait à cœur, un lecteur DVD. À l'époque, c'était une petite révolution technologique. Blockbuster venait tout juste de lancer un rayon de DVD parmi les innombrables cassettes VHS, un coin minuscule qui semblait presque expérimental à l'époque. J'étais folle de joie quand j'ai découvert ce petit rayon chez Blockbuster, lors d'une de mes sorties en solo. Je me suis mise à scruter chaque titre disponible, émerveillé par la qualité visuelle promise par ce nouveau support. Parmi les films proposés, un en particulier a capté mon attention, Sixième Sens. C'était l'un de mes films préférés. Je me suis immédiatement dit, sans en parler à personne, que ce film serait le premier DVD que j'achèterais pour inaugurer notre lecteur, dès que nous pourrions nous en procurer un. Et si ce n'était pas possible tout de suite, je le louerais le plus tôt possible. Peu de temps après cette réflexion, nous sommes allés chez Sears, dans le centre commercial. Acheter un lecteur DVD à cette époque était presque un événement en soi. Il fallait discuter avec le vendeur, comparer les modèles, faire des choix. Finalement, nous avons opté pour un modèle de la marque Sony. Après un échange de poignées de main, on nous a remis la boîte scellée, et nous sommes repartis, tout excités. Pendant le trajet du retour, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère déception. Nous avions notre nouveau lecteur, mais aucun DVD pour en profiter tout de suite. Je pensais encore à Sixième Sens, me disant que le lendemain, je ferais un saut chez Blockbuster pour le louer, ou peut-être même pour l'acheter, si c'était dans notre budget. À l'époque, les DVD n'étaient pas aussi facilement accessibles qu'aujourd'hui. Il fallait y mettre le prix, et ce n'était pas si simple de se les procurer. Une fois à la maison, nous avons déballé notre tout nouveau lecteur DVD. La boîte était impeccablement scellée, le plastique brillant intact. Nous l'avons branché à la télévision avec enthousiasme. Le moment tant attendu était là. J'ai appuyé sur le bouton d'éjection pour voir le plateau s'ouvrir, comme une sorte de rituel inaugural. Et là, à ma grande surprise, un disque argenté était déjà présent dans le tiroir. Je me suis figé un instant. Peut-être était-ce un CD de démonstration ou un manuel interactif ? Ce genre de choses se faisait à l'époque avec les nouvelles technologies. Je l'ai pris en main pour l'examiner. C'était le DVD de Sixième Sens. J'ai regardé la boîte du lecteur, vérifiant qu'il n'y avait pas une quelconque mention d'un film inclus, comme cela se fait parfois avec les consoles de jeux vidéo. Rien. Aucun indice d'un bonus de ce type. Le lecteur que nous avions acheté n'était ni un modèle d'exposition, ni le dernier en stock qui aurait pu être utilisé pour des démonstrations en magasin. C'était un produit tout neuf, sorti directement de son emballage d'usine. Le choc de ce moment est resté gravé en moi. Comment ce DVD avait-il pu se retrouver là ? Ce film précis que j'avais tant envie de revoir, ce film que j'avais secrètement décidé d'acquérir comme premier DVD de notre collection. J'étais abasourdi, comme si l'univers lui-même avait exaucé ce désir silencieux. Je n'en ai jamais parlé à personne, car c'était trop étrange, trop parfait. Je ne voulais pas qu'on me dise que c'était une coïncidence, ou qu'on cherche à le rationaliser.
C'était un moment de pure magie, un cadeau inattendu que je préfère savourer tel quel, sans chercher à comprendre comment il a pu se produire. Une sorte de clin d'œil de l'univers, un geste presque surnaturel qui a marqué le début de notre collection. Aujourd'hui, après toutes ces années, je suis toujours attaché au format physique. Ma collection de DVD s'est agrandie, chaque titre soigneusement choisi et chéri. Mes sixième sens occupent une place particulière parmi tous ces disques. C'est le tout premier, celui qui est apparu de manière inexplicable, scellant notre amour pour le cinéma avec un soupçon de mystère et de magie. Printemps 2000. J'avais 16 ans et ce jeudi-là semblait commencer comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillé, j'ai consulté mes messages de la veille, des discussions banales entre amis, quelques plaintes, de l'aide pour les devoirs, rien de bien particulier. J'ai répondu à quelques-uns, enfilé mon survêtement lilas en satin, lissé mes cheveux, puis je suis parti pour l'école. En arrivant, j'ai eu un moment de confusion. Je me suis dirigé vers la mauvaise classe. Je me suis dit que j'avais du mal à lire mon emploi du temps. Mais rapidement, j'ai remarqué que je n'étais pas la seule, une grande partie des élèves semblait s'être trompés de salle, comme si tout le monde avait soudainement perdu ses repères. Était-ce une blague? Une erreur générale? C'était mercredi, pourtant tout le monde, moi y compris, pensait que c'était jeudi. Tout le monde se regardait, perplexe. Je me suis recalibré, vérifiant que c'était bien le jour 5 de notre emploi du temps et non le jour 6. Tout au long de la journée, cette sensation de décalage persistait. Les élèves continuaient de confondre les jours, les professeurs semblaient désorientés. L'atmosphère était étrange, presque irréelle. Plusieurs fois, j'ai entendu des camarades parler d'événements prévus aujourd'hui alors qu'ils étaient programmés pour le lendemain. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression d'avoir raté un détail crucial, comme si tout le monde évoluait dans un rythme déphasé. À la fin de la journée, je me suis rendu au centre sportif de l'école pour l'entraînement de l'équipe d'athlétisme. En arrivant, je n'étais pas la seule à être confuse, une bonne moitié de l'équipe portait déjà son uniforme, prête pour une compétition. Il n'y a pas de match aujourd'hui, a rappelé le coach, tout aussi déboussolé. Le match, c'est demain. Tout le monde est retourné se changer, certains sont même rentrés chez eux pour revenir en tenue de sport normale. Un sentiment de malaise s'est installé. C'était comme si tout le monde s'était mis d'accord, inconsciemment, pour vivre cette journée comme un jeudi. Le coach lui-même est venu nous parler, avouant qu'il pensait qu'il y avait une compétition aujourd'hui. Il a admis avoir préparé l'équipe en pensant que c'était le grand jour. Quel drôle de jour, faisons simplement de notre mieux pour cet entraînement supplémentaire, puisque le match est demain. L'incompréhension générale était presque palpable. Chaque personne dans l'équipe avait ressenti la même chose, le sentiment que la journée n'était pas à sa place dans le calendrier. Après cet étrange mercredi, les choses ont pris une tournure plus sombre. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé dans notre groupe d'amis. Une atmosphère lourde s'est installée. Mon amie proche, d'ordinaire rayonnante, a commencé à se renfermer. Puis d'autres ont suivi, ils portaient de longues manches pour cacher leurs bras, murmuraient entre eux avec un regard perdu, semblaient tous plongés dans leurs pensées. Le mal-être était visible chez plusieurs d'entre eux. La semaine suivante, les admissions à l'infirmerie se sont multipliées, les professeurs ont commencé à poser des questions. Les relations entre nous ont changé. Des gens que je connaissais depuis des années semblaient soudainement se battre contre quelque chose de profond et de douloureux. La détresse était partout, mais personne ne parvenait vraiment à l'exprimer. À partir de ce jour-là, l'angoisse et les comportements autodestructeurs sont devenus plus évidents. Les troubles alimentaires ont pris une ampleur inquiétante. Il y avait plus de chuchotements à propos de régimes sévères, de sauts de repas, de discussions à voix basse dans les couloirs. Je voyais des amis, qui semblaient parfaitement équilibrés avant, changer radicalement. Leurs regards se perdaient, leurs sourires s'éteignaient. C'était comme si cette confusion générale avait déclenché un effet domino. Peut-être que ces tendances et comportements étaient déjà présents, en sommeil sous la surface, prêts à éclater au grand jour. Peut-être que ce décalage, cette journée faussement étiquetée comme un jeudi, avait révélé des failles que nous cachions tous. Les problèmes étaient peut-être là depuis longtemps, mais cette journée avait agi comme un catalyseur. Les souvenirs sont encore vivaces, même après toutes ces années.
Ce sentiment collectif de confusion, cette impression d'avoir glissé dans une autre temporalité, où rien n'était tout à fait comme il le devait. La douleur et les changements qui ont suivi sont restés gravés en moi. Chaque fois que j'y repense, cette sensation d'incompréhension revient, ce moment suspendu où nous semblions tous flotter dans un espace-temps où la logique n'avait plus sa place. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était comme si quelque chose de plus grand que nous avait brièvement perturbé notre réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mercredi qui ressemblait à un jeudi a marqué un tournant dans nos vies. Nous n'avons jamais vraiment compris pourquoi ce jour-là a changé tellement de choses. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.